Beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire des présentations comme ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun à les préparer et à les présenter. Donc, Fugue en sol inconnu, c'est le titre d'une pièce sur l'album Rêver mieux de Daniel Bélanger. Toute ma présentation est visuellement un hommage à cet album que j'ai écouté en boucle quand je la préparais. Donc, vous reconnaîtrez ceux qui connaissent l'album qui date du début des années 2000, vous aurez reconnu la figure, n'est-ce pas? C'est vraiment le même look. J'aime toujours commencer avec une citation en exergue. Je me suis dit, tiens, Fugue en sol inconnu, c'est une chanson. Je vais aller chercher les paroles de la chanson. Il n'y en a pas des paroles de la chanson, c'est une chanson sans paroles. Donc, c'est un peu tombé à l'eau. J'avais fait cette présentation-là, ou le début de cette présentation-là, au Samari. Ça avait mal été parce que je n'avais pas assez de temps. Je n'avais pas assez de temps non plus pour trouver une autre citation. Mais là, j'ai fouillé dans les paroles des chansons de Daniel Bélanger. Et dans la chanson Fou, n'importe où, évidemment, pour n'importe où, je m'en fous, c'est l'esprit dans lequel on se place quand on va parler de marche aléatoire. Donc, la présentation est une introduction à une discipline, comme une sous-discipline de la théorie des processus stochastiques qui s'intéresse aux marches aléatoires en milieux aléatoires. C'est pour ça que la fugue en sol inconnu, c'est comme une métaphore résonante pour moi, je trouve. Donc, évidemment, avant de commencer à parler de marches aléatoires sur des milieux aléatoires, je me suis dit que pour le bénéfice de tous et toutes, ça pourrait valoir la peine de parler un peu juste de marche aléatoire, tout simplement. Alors, une marche aléatoire, qu'est-ce que c'est? Déjà, on commence avec ce que j'appelle le terrain de jeu, l'environnement dans lequel on va aller marcher. Pour nous, ça va être un graphe. Et pour le début de cette présentation, mais ça va être celui-ci, puisqu'il était déjà sur la slide d'avant. Donc, pourquoi aller prendre un autre graphe? Donc, un graphe, n'est-ce pas, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, des sommets, des arêtes qui relient les sommets entre eux. Donc, ça a l'air d'un plan de métro, c'est pas pour rien. Le plan de métro, c'est un graphe. Évidemment, moi, j'aime mieux ça quand le graphe est infini. Donc, j'ai pris le bonhomme, puis je l'ai juste recopié comme ça, pour vous donner une illustration du graphe qui est infini. Et maintenant, ce qu'on fait dessus, le jeu, c'est quoi? C'est qu'on marche aléatoirement. Donc, imaginez-vous que vous êtes sur un sommet du graphe. Vous regardez autour de vous et vous voyez des arêtes qui sont incidentes au sommet. Vous allez en choisir une aléatoirement. Comment vous faites, ça vous regarde. Ça regarde le graphe. mais l'idée, c'est que vous en choisissez une aléatoirement. Vous la traversez. Et rendu à l'autre sommet, vous recommencez. Et vous faites ça jusqu'à temps... jusqu'à votre décès, en fait. Théoriquement, évidemment, ce processus-là ne se termine pas et on s'intéresse à des propriétés lorsqu'on laisse le processus évoluer longtemps. Est-ce qu'il y a des propriétés statistiques intéressantes? Donc, j'ai introduit un petit peu de notation et de vocabulaire. Donc, le processus X, donc vous voyez qu'il y a le code visuel, donc j'utilise les couleurs bleues et orange. L'orange va constater tout ce qui a rapport avec l'environnement. Donc, le graphe, les probabilités de transition, on va en parler. Le bleu, c'est ce qui a rapport avec la marche, le processus de marche aléatoire. Donc, j'utilise le X majuscule pour la position de la marche aléatoire et l'indice T pour dire c'est la position au temps T. On est ici, au sommet U. Et je vais regarder donc un paramètre vraiment important, ce sont ce que j'appelle les probabilités de transition. La probabilité qu'au temps T plus 1, je serai en V. Sachant qu'au temps T, je suis en U. C'est une probabilité qui ne dépend que de U et de V, pas de T. C'est ce qu'on appelle la propriété d'homogénéité d'une marche aléatoire ou d'un processus stochastique en général. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai représenté comme le passé de ma marche dont je me suis promené. Au temps T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, et ainsi de suite. Et donc là, on regarde la probabilité maintenant que je me ramasserai ici. Je vais le noter PUV, et là, je l'ai écrit tout en orange pour bien signaler que cette probabilité-là, c'est une propriété qui appartient à l'environnement, plus que... Donc, c'est une probabilité qui va dicter la loi du processus bleu. Mais comme paramètre, c'est un paramètre de l'environnement. OK? Donc, avant de continuer, je veux parler un peu d'une propriété qui est très importante pour les marches aléatoires, puis qui nous aide beaucoup lorsqu'on fait l'analyse de ces processus-là, qui est la propriété de Markov.
Si vous êtes en processus stochastique avec moi cette session, on a vu ça. J'espère que vous savez déjà c'est quoi. Sinon, bienvenue à cette petite période de révision. Donc, la propriété de Markov, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez qu'ici, mon marcheur il est là, puis il ne sait pas où il s'en va. Okay? Il y a une certaine distribution de probabilité. Est-ce qu'il va aller dans le cou du bonhomme? Est-ce qu'il va aller vers la ceinture? Est-ce qu'il va aller sur l'une ou l'autre des épaules? Il a déjà fait toute cette trajectoire-là. Si, à la place, il avait fait une autre trajectoire, n'est-ce pas? Est-ce que ça aurait de l'influence, maintenant qu'on sait qu'il est ici, est-ce que ça aurait de l'influence sur son futur? Et la réponse, la propriété de Markov nous dit que le futur de la marche est indépendant de son passé. Hein? Donc, ça ne change rien dans la loi qu'on ait pris un chemin ou qu'on ait pris un autre chemin. Okay? Donc, c'est pour arriver là, un coup qu'on sait qu'on est à quelque part, le futur de la loi ne dépend que de notre point de départ. Encore une fois. D'autres concepts qui sont vraiment importants pour les marches aléatoires, qui sont souvent des questions en elles-mêmes qui ont un intérêt théorique. Donc, la récurrence et la transience. La récurrence d'une marche aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la probabilité de revenir à notre point de départ est toujours de 1. Donc, lorsqu'une marche aléatoire est récurrente, ce qui arrive, si par exemple vous sortez dehors par un soir d'octobre, et pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, ça pourrait arriver. Et vous errez comme ça aléatoirement dans la ville de Montréal. Donc, vous pouvez voir le plan de la ville comme un gros graphe. Chaque intersection est un nœud. Les rues sont des arêtes. À chaque fois que vous arrivez à une intersection, vous choisissez aléatoirement, on l'a tous fait, une direction pour continuer d'errer. La question, allez-vous revenir chez vous un jour lorsque le processus est récurrent? Oui. Si le processus est transient, ça se pourrait que vous ne reveniez jamais. Donc, la récurrence, c'est lorsque la probabilité de revenir chez soi, c'est 1. Et lorsque ce processus-là existe, il y a une possibilité que peut-être on a une distribution limite sur notre graphe. C'est un truc qui peut nous intéresser. Il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent nous intéresser. Les temps là, j'ai marqué le temps que ça prend pour revenir, combien de temps en moyenne. Tout ça, ça peut être intéressant. Ce qu'on appelle des mixing times, des temps de mélange, toutes sortes de temps aléatoires vont devenir intéressants lorsqu'on a un processus récurrent. Un processus transient, vous voyez ici que ma marche, elle a fait tout ce chemin-là, puis là, elle va s'en aller par ici. Puis elle ne revient pas beaucoup sur ses pas. Un processus transient, c'est un processus où la probabilité de ne jamais revenir est positive. Et si la probabilité de ne jamais revenir à un endroit est positive, ça veut dire qu'on a tendance à se sauver, souvent vers plus l'infini. Okay? Et dans le cas où les processus sont transients, des trucs qui peuvent nous intéresser, ce sont des lois limites. Par exemple, je peux regarder la distance parcourue, ou la distance, pas parcourue nécessairement, mais je veux dire la distance entre le temps zéro et la position au temps t. Divisé ça par t, ça me donne une idée de moi, ce que j'ai appelé ici la vitesse de croisière, la vitesse moyenne, la vitesse à la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, ce sont les grands thèmes qu'on va regarder au cours de la présentation, la récurrence et la transience. Ce sont des propriétés qui sont vraiment importantes. Et je veux les aborder avec vous avec un exemple. C'est un exemple assez simple. C'est la marche aléatoire simple. La marche aléatoire simple sur donc Z. Z ici, c'est mon graphe. Et plutôt que de le représenter comme une ligne, parce que c'est ennuyeux, j'ai fait un wiggle à la fin. J'espère que vous appréciez ma sensibilité esthétique. Donc, on a ici l'élément I, n'est-ce pas? I plus 1 est en haut, parce que j'ai de la suite dans les idées quand même. Je n'aurais pas été aussi cruel que d'aller vers le bas avec I. Donc, I plus 1 en haut, I moins 1 en bas, et on continue. On a un graphe qui est comme une chaîne. Là, évidemment, quand je dis chaîne, c'est un peu mêlant parce qu'on a aussi une chaîne de Markov qui n'est pas le graphe. OK. Mais donc, notre graphe ici, c'est comme une suite de liens de I à I plus 1 à I plus 2, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes en I, lorsque vous allez choisir une arête, vous allez vous ramasser soit I plus 1, soit I moins 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre probabilité de transition de I vers I plus 1. On va l'appeler P. Je l'ai mis en rose. C'est un nombre qui est un paramètre de notre
système de notre marche aléatoire. Et évidemment, j'ai dit la probabilité de... Si on ne choisit pas I plus 1, bien on choisit I moins 1. Et ça, on va le faire avec probabilité 1 moins P. On va l'appeler Q. Juste parce que c'est un peu plus rapide. OK. Et maintenant, on se questionne à savoir donc, dans quelles conditions notre processus est transient ou récurrent. Ici, on a des marches aléatoires. Hein, pour n'importe quelle valeur de P, vous avez une loi différente. Donc la question, est-ce qu'il y en a qui sont transientes, est-ce qu'il y en a qui sont récurrentes? Et la réponse, si P égale 1,5, c'est-à-dire vous avez probabilité égale d'aller d'un côté ou de l'autre, le processus va ressembler à quelque chose un peu comme ça. Hein, donc là, moi j'ai ouvert Mathematica, j'ai demandé de m'en simuler une, je vous ai décidé qu'est-ce que ça a donné. Donc on monte, on descend, on descend, on descend, on monte, on descend, on monte, 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 descend, monte, monte, descend, descend, monte, descend, monte, descend, 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 descend. Vous comprenez le principe. Donc, ça ne va pas clairement dans une direction ou dans une autre. OK? Le processus, lorsque P égale 1,5, est récurrent. Hein? Donc ici, la façon de l'exprimer la plus courante, c'est souvent qu'on dit quelque chose d'un petit peu plus sur le truc. On dit la limite supérieure lorsque tu es envers l'infini de xt, c'est plus infini, et lorsque tu es vers l'infini de moins xt, c'est moins l'infini. Donc, autrement dit, qu'on va toujours aller chercher des valeurs négatives et positives. En fait, là, j'ai mis un plus ou moins ici, ça ne devrait pas être un plus ou moins, ça devrait juste être un plus. La limite supérieure ne peut pas être moins l'infini. C'est une erreur d'inattention, parce que j'ai dessiné les slides hier soir. L'autre propriété, finalement, hein, c'est que la vitesse limite, hein, qu'on peut toujours regarder, même lorsqu'on a un processus récurrent, mais lorsqu'on a un processus récurrent, la vitesse limite va avoir tendance à être 0. Forcément, on n'a pas le choix de jamais, il va toujours finir par revenir proche de où est-ce qu'on était au départ. Hein, ici, vous pouvez voir que ce résultat-là est vrai en utilisant la loi des grands nombres. Parce que vous pouvez écrire xt comme une somme de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, et dont l'espérance serait 0, hein, puisque ce serait 1 moins 1 fois 1,5, donc ce serait 0. Et donc, vous avez ceci, vous avez que la vitesse moyenne est nulle. Si P est plus grand que 1,5, évidemment, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est plus probable d'aller à gauche, ou en haut, ici, que d'aller à droite. Si P est plus grand que 1,5, mais le processus ressemble plus à ça. Donc, vous voyez qu'on monte, des fois on descend, mais on monte beaucoup plus souvent qu'on descend. Le processus est transient à ce moment-là parce qu'éventuellement, on ne reviendra plus au point de départ. Dans mon cours de processus stochastique, j'avais donné l'exemple de la chanson « Capri, c'est fini ». Hein? Où est-ce que Hervé Villard vous dit « Je ne crois pas que j'y retournerai un jour ». Ben, c'est exactement ça qui se passe. Il y a un moment donné où est-ce qu'on visite un site pour la dernière fois et après ça, on n'y revient plus jamais. Et si on regarde maintenant la vitesse moyenne, hein, on regarde la limite ici, encore une fois, vous pouvez utiliser la loi des grands nombres et montrer que c'est égal à P moins Q. Évidemment, si P est plus grand que 1,5, Q est plus petit que 1,5, et ceci est positif. Donc, notre vitesse de croisière, lorsque le processus est transient, notre vitesse de croisière est positive. Et ce sont les deux régimes de paramètres. Donc, lorsque P égale 1,5, on a que le truc est récurrent. Lorsque P est plus grand que 1,5, le truc est transient. Évidemment, si P est plus petit que 1,5, c'est la même chose, mais à l'envers. Hein? Donc, j'ai juste pris la slide. OK, donc, maintenant, on a parlé de marche aléatoire. Je pense qu'on comprend un peu ce qui nous intéresse, quels principes sont en jeu. Maintenant, je veux parler du milieu aléatoire. OK? Donc là, ici, vous voyez que j'ai dessiné un point d'interrogation qui est aussi un graphe. Donc, le milieu aléatoire, bien, le milieu, c'était le graphe. Hein? Donc, le milieu aléatoire, bien, c'est un graphe aléatoire. C'est assez simple. Il y a plusieurs façons de construire des graphes aléatoires. Il existe plusieurs modèles qui ont tous divers intérêts et diverses origines. Par exemple, la percolation, c'est une façon de représenter un graphe, de créer un graphe aléatoire. Donc, la percolation, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un graphe et puis ensuite, vous prenez les arêtes aléatoirement, vous les enlevez. Pour chaque arête, aléatoirement, vous l'enlevez ou la gardez. Hein, ça va vous donner quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Vous voyez qu'ici, ces arêtes-là sont parties, celles-là aussi. Il y en a qui sont restées. J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de croix gammée nulle part là-dedans.
Ça a été malaisant. Une autre façon de générer ça, évidemment, c'est un arbre de Galton-Watson. On va en parler cette semaine, on va en parler demain matin, si vous êtes en procès avec moi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un processus branchant. Donc, je pars avec un individu, il a un certain nombre aléatoire d'enfants, je lui donne des arêtes et je lui mets tous ses enfants. Et après ça, chaque individu a des nombres aléatoires d'enfants et je leur attache des enfants qui sont des sommets, puis je leur mets des arêtes vers leurs parents. N'est-ce pas? Est-ce que c'est drôle? Quelque chose que tu veux partager avec le groupe, Alexis? Ça va? OK. Une autre façon de faire un graphe aléatoire, la forêt couvrante uniforme, personne y pense souvent. En tout cas, moi, j'oublie tout le temps que c'est un truc qu'on peut faire. Puis après ça, je consulte des manuels pour ma recherche. Ah, j'ai toujours un chapitre là-dessus. Ah, OK. Donc, le principe ici, c'est qu'on essaie aléatoirement de trouver un arbre qui couvre le graphe. Un arbre, c'est un graphe sans cycle. Donc, à chaque fois que vous avez un cycle, vous enlevez une arête, vous brisez le cycle, vous trouvez tous les cycles, vous enlevez toutes les arêtes. Si vous faites ça de façon aléatoire, il existe un certain algorithme, vous pouvez produire à la fin un arbre ou enfin une forêt. Hein. Une forêt, c'est quoi? C'est un arbre qui n'est pas forcément connexe. Donc, en fait, c'est plus qu'un arbre, c'est une forêt connexe. Il y a un paquet d'autres. Vous pouvez juste, vous prenez des bâtons, puis là, vous les lancez sur le plancher, puis là, après ça, vous dites, quand ils se croisent, c'est des sommets. Et vous avez généré un arbre de façon, un graphe de façon aléatoire. Vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Évidemment, l'autre chose qui caractérise notre environnement, hein, non seulement c'est le graphe, mais c'est aussi les probabilités de transition. Donc, on peut choisir aussi des probabilités de transition aléatoirement. Une façon de faire ça, hein, c'est pas la seule, mais une façon de procéder, hein, donc une façon de donner les probabilités de transition, même juste de façon déterministe, hein, c'est de mettre des poids sur les arêtes. J'ai mis mes nombres préférés. Il y a des gens qui, je savais que ça ferait plaisir, que je mette 57. Et ensuite, bien évidemment, la probabilité de partir de U à V, qu'est-ce que vous faites? Vous les rendez proportionnels au poids que vous avez mis sur les arêtes. C'est-à-dire, vous prenez le poids de l'arête et vous divisez par la somme de tous les poids qui sont adjacents à notre sommet U. Si vous avez fait votre devoir 1 dans mon cours, encore une fois, j'ai eu beaucoup de connexions avec ce qu'on fait dans le cours, c'était un élément clé de ce qui se passait dans le devoir. Et évidemment, donc maintenant ce que je fais, c'est que je choisis les poids aléatoirement. Là, je vais écrire C de UV. C, c'est pour conductance. C'est parce qu'il existe un parallèle intéressant entre les circuits électriques et les marches aléatoires. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais il suffit de savoir que vous pouvez choisir les poids aléatoirement. Et si vous faites ça, mais vous donnez les probabilités immédiatement, comme tout simplement le poids divisé par la somme de tous les poids adjacents, évidemment. À condition, bien sûr, que cette somme-là converge. Lorsqu'on a un graphe localement fini, il n'y a pas de problème. OK? Donc, quand on veut faire maintenant une marche aléatoire sur un milieu aléatoire, il y a comme 2 étapes d'aléatoire. Hein, la première chose qu'on fait, c'est choisir aléatoirement notre environnement. L'environnement, ou le milieu, ou aléatoire, je vais le symboliser par petit oméga. C'est orange parce que c'est l'environnement. Ça comprend donc l'aléatoire du graphe et éventuellement des probabilités de transition aussi. La mesure de probabilité, je vais la noter comme ça va être comme avec sérif, parce qu'on les appelle toutes P, nos mesures de probabilité, puis après ça, c'est comme vraiment un cauchemar, parce qu'on a besoin, comme là, après ça, il y a P tilde, il y a P chapeau, il y a P barre. Okay, donc, on va essayer d'utiliser aussi les polices de caractères pour s'en sortir. Okay? Et une fois qu'on a choisi notre environnement aléatoire, donc on l'a comme fixé, il est figé, il est là, on a maintenant ce qu'on appelle la loi trempée. La loi trempée, c'est quoi? On a pris, donc, c'est une analogie avec, croyez-le ou non, la métallurgie. Donc, lorsqu'on travaille le fer, il est chaud, il est malléable, hein, c'est notre environnement aléatoire. Une fois qu'on a un environnement, on le trempe dans de l'eau froide, ça fait plein de vapeur. Puis une fois qu'il est fixé, on peut maintenant faire une marche aléatoire sur notre environnement. Donc, la loi trempée, c'est quoi? C'est la loi de la marche aléatoire. Donc, c'est la mesure de probabilité qui nous donne
les probabilités pour la marche aléatoire, sachant l'environnement qu'on a obtenu. Donc le petit oméga, c'est pour ça qu'il y a P petit oméga. La loi recuite, encore une fois, c'est une analogie avec la métallurgie. Là, je ne suis pas forgeronne, hein? Fait que je ne peux pas aller trop loin là-dedans, mais c'est la loi conjointe de la marche et de l'environnement. Donc, c'est la loi comme de probabilité globale. J'utilise le P Blackboard. Il a 2 barres comme ça. Et donc, c'est tout simplement, donc c'est l'espérance de la probabilité conditionnelle sachant l'environnement. Et évidemment, j'ai une indicatrice pour l'événement sur l'environnement. Okay. Donc, c'est comme une mesure produit, si vous voulez, de la loi de l'environnement et la loi de la marche. Mais il faut le faire avec, d'abord en trempant l'environnement. Voilà. Attention, maintenant, pour la loi recuite, notre processus X n'a pas la propriété de Markov. Si je vous dis, vous commencez là, mais vous ne connaissez pas l'environnement. Est-ce que vous savez par où est-ce que vous allez aller? Hein, il pourrait y avoir des probabilités, mais a priori, ce n'est pas tout à fait clair. Mais maintenant, si je vous dis dans le passé, voici où est-ce que vous avez été, puis vous avez fait 15 000 fois cet aller-retour-là, puis seulement 2 fois celui-là. À ce moment-là, si vous deviez parier sur par où est-ce que vous allez aller la prochaine fois, hein, ça devient assez clair, hein, parce que vous avez déjà des connaissances sur le passé maintenant, bien, vous avez plus de connaissances sur votre environnement. Si vous avez plus de connaissances sur votre environnement, bien, vous pouvez prédire le futur de votre processus avec plus de précision. Donc, le processus X ici n'a pas la propriété de Markov. Okay. Là, ce que je veux vous montrer pour le reste de cette présentation-ci, c'est un exemple d'une marche aléatoire avec, sur un environnement aléatoire. Okay? Et on va regarder qu'est-ce qui peut apparaître de spécial dans ce cas-là. Donc, évidemment, on commence avec un exemple simple. Ça va être encore sur Z. Donc, j'ai encore ma guirlande. Cette fois-ci, je l'ai disposée comme de gauche à droite. Puis, la hauteur importe. Okay? Donc, ici, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un choix esthétique. Même si oui, un peu. mais surtout, la hauteur importe. Okay? Donc, de gauche à droite, ici, I-1, c'est-à-dire I plus 1. Ça descend, je m'excuse. Donc, ici, la hauteur, je vais appeler ça le potentiel de mon sommet I. Et encore une fois, il va y avoir une analogie avec la physique amusante. La différence de potentiel, ça va être la différence de potentiel entre les sommets consécutifs de I à I plus 1. Ça pourrait être de I-1 à I, j'aimerais mieux ça, mais là, j'avais déjà tout décidé les slides. Fait on va rester de même. Évidemment, ce qu'on fait, jusqu'ici, hein, si je le place comme ça de façon déterministe, c'est une marche aléatoire simple sur Z avec des probabilités de transition qui pourraient être un peu spéciales ou pas. Mais jusqu'ici, rien d'aléatoire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes delta V indépendants et identiquement distribués. Okay? Donc, le potentiel, ça va aussi être lui-même une marche aléatoire sur les nombres réels. Donc là, ça devient un peu deep, mais on ne va pas trop regarder le processus VI. Ce n'est pas très compliqué. De toute façon, ça va être une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, donc ce n'est pas si dramatique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des poids sur nos arêtes. On va mettre le poids, donc, pour l'arête de I à I plus 1, on va mettre l'exponentielle du potentiel de I comme poids sur l'arête. Évidemment, on se souvient qu'on a notre probabilité de transition maintenant. Souvenez-vous, le potentiel de I, c'est une variable aléatoire. Donc, mon CI plus 1, c'est aussi une variable aléatoire. Ah, et donc, mes probabilités de transition sont aussi des variables aléatoires. Et si vous faites le calcul, bien, ici, vous allez avoir l'exponentielle de V de I. Ici, vous avez l'exponentielle de V I-1 plus l'exponentielle de VI. Si vous factorisez l'exponentielle de VI-1, vous trouvez, vous allez avoir donc 1 sur 1 plus l'exponentielle du potentiel de VI-1.
Il y a peut-être une erreur, je suis plus sûr. Il me semble que ça marche. Ça va être I ou I-1 ici. Mais le point, c'est que vous allez avoir quelque chose comme ça. OK. Et évidemment, la probabilité de reculer, bien, ça va tout simplement être 1 moins cette probabilité-là d'avancer. OK. Ce qui m'intéresse, c'est que vous remarquiez que cette probabilité-là ne dépend que des delta VI. Donc, les probabilités de transition sont indépendantes et identiquement distribuées aussi. OK? Et, encore plus intéressant, si vous remarquez, lorsque delta V est égal à 0, la probabilité d'aller à I plus 1 est 1,5. Lorsque vous prenez un delta V qui tend vers l'infini positif, c'est-à-dire, pour arriver à l'arête I, on a monté en potentiel énormément, bien, cette probabilité-là va tendre vers 0. Donc, si on vient juste pour passer de I-1 à I, si on a monté beaucoup, ça veut dire qu'on a une arête qui descend très bas en potentiel sur notre gauche. Et la probabilité d'aller à droite va être de façon correspondante très très faible. On va avoir tendance à vouloir descendre de potentiel. À l'inverse, si delta V tend vers moins l'infini, cette probabilité tend vers 1. Donc, si on vient de descendre, si de I-1 à I, on a descendu beaucoup en potentiel, on a tendance à préférer continuer d'aller dans l'autre sens. Et donc, l'effet net de tout ça, c'est qu'on a un biais vers les sites à plus faible potentiel. Et c'est là que je vous dis qu'il y a une analogie avec la physique. En physique, c'est un peu la même chose. L'énergie potentielle, on a toujours tendance, les systèmes physiques ont toujours tendance à vouloir la minimiser. Et donc, ici, c'est un peu la même chose. Notre chaîne a tendance à être attirée par les fonds des creux, comme ceci. OK? Donc là, maintenant, on s'intéresse, encore une fois, à quel régime de paramètres on va avoir. Donc, ici, delta V sont des variables aléatoires. Les paramètres qu'on va pouvoir regarder, c'est par exemple l'espérance de delta V. Si l'espérance de delta V est égale à 0, notre processus ressemble à peu près à ceci. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai remis le même dessin parce que, encore une fois, j'ai fait ces slides-là quand même tard. Okay? Le point, c'est qu'on a les mêmes propriétés. À la limite, le processus est récurrent et la vitesse limite est nulle. Parce qu'encore une fois, on vient toujours à 0. Si le potentiel est plus petit, donc si l'espérance de la différence de potentiel entre deux sites consécutifs est plus petite que 0, et que l'espérance de E à la delta V est plus petite que 1, on se retrouve un peu dans le même genre de situation qu'on avait précédemment, où est-ce que notre processus est transient. Donc le potentiel, finalement, si je vous le dessinais, il ferait quelque chose comme ça. Ça serait plus ou moins, il y aurait des petites fluctuations, mais essentiellement, ça serait comme une pente qui descend. Donc, l'équivalent de si vous mettez une balle sur un plan incliné, elle va rouler vers le bas, mais c'est un peu le même principe. Donc, notre balle va ici partir. On va reculer des fois, mais pas très souvent. La vitesse limite, elle est donnée par ceci. Et ça, vous remarquerez que si vous remplacez l'espérance de E à la delta V par P sur Q dans l'autre système, vous voyez que ça ici, c'est exactement le même. C'est exactement cohérent avec le cas classique, le cas où est-ce que l'environnement n'est pas aléatoire. Bien, donc, c'est logique. Si vous fixiez un delta V de genre, si vous mettiez moins 2 à chaque fois, bien, vous pouvez, ça serait déterministe, et puis ça arriverait à la même formule. Donc, on est contente et content. Là, ce qui arrive ici, c'est que vous voyez, j'ai dû rajouter une condition comme ça. J'ai dû rajouter une condition comme ça, et vous vous doutez que ce n'est pas pour rien. Ce qui arrive avec ça, ce qui est spécial et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il arrive un troisième, et là, il y a un point ici que j'ai oublié d'animer avec les autres morceaux de la slide, là, mais il y a un troisième régime de paramètres. Lorsque l'espérance de E exposant delta V est plus grand ou égal à 1, et là, vous voyez, je l'ai fait comme à échelle plus grande, là, mais on a un comportement qui est vraiment étrange. C'est-à-dire, par bout, on dirait que ça se comporte de manière récurrente, puis par bout, on dirait que ça se comporte de manière transiente. Vous voyez que l'espérance de delta V est plus petite que 0. Donc,
au final, notre potentiel il est encore déclinant, il descend encore. Mais E à la delta V, l'espérance est plus grande que 1, ça veut dire que nos fluctuations dans notre potentiel sont quand même grandes. Et on se retrouve avec un truc qui a l'air de ça. Le processus est encore transient. Donc, éventuellement, on arrête de revenir. Hein, on jump, puis là, on jump encore. Mais la vitesse limite, elle est nulle. C'est ce qu'on appelle le régime sous-balistique. Hein, le régime balistique, c'est lorsque la vitesse limite est positive. Ici, c'est le régime sous-balistique parce qu'on est transient. Mais la vitesse limite de notre processus est nulle. Notre processus est ralenti. La question, c'est pourquoi, et c'est ce que j'explore avec vous dans le reste de ma présentation. Je vais juste regarder combien il me reste de temps. Ah, c'est all good. OK, donc, la portion ici qu'on appelle les pièges. Hein, et c'est quelque chose qui se produit uniquement lorsqu'on a des marches aléatoires sur des environnements aléatoires. C'est que si vous regardez, hein, on a un biais qui pointe vers le bas, souvenez-vous. Donc, si on a un creux comme ça dans notre potentiel, OK, bien, ici, on a tendance à vouloir aller là, mais ici, on a tendance à vouloir aller ici. Donc, si on a un potentiel comme ceci, la marche descend dans un creux, elle essaye de sortir, mais finalement, elle préfère retourner en bas. Éventuellement, elle réussit à sortir, elle s'en va au prochain creux, elle essaye de sortir, elle ne réussit pas. Oups, ça passe par-dessus l'autre ici, mais elle ne réussit pas à caper le vrai maximum local après celui-là. Hein? Fait qu'elle retombe encore. Elle réessaye encore, oups, elle retombe, et finalement, éventuellement, elle réussit à passer. Et donc, on a comme cette espèce de truc-là qui se passe en deux phases, si vous voulez. Il y a ces phases-là transientes, où est-ce qu'on descend jusque dans le prochain creux. Ensuite, on a des phases de genre de récurrence, où est-ce qu'on niaise dans le fond du trou. Puis éventuellement, on réussit à sortir, on s'en va dans le prochain trou, puis on niaise dans le fond du prochain trou. Si vous dites que faire une thèse là-dessus, comme le processus d'écriture reflète le processus qu'on étudie. Hein? OK. Donc, si on fait l'anatomie plus précise, hein? Donc, ce que je vais faire, quand je vais arriver dans le fond du premier trou, je vais partir un timer. Et là, je vais niaiser dans le fond du trou. Puis, quand je vais sortir, je vais arrêter le timer. Ça, je vais appeler ça T. Puis, la hauteur en potentiel, la hauteur du mur qu'il a fallu que je surmonte pour sortir du trou, je vais appeler ça H. Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails, mais vous voyez que pour que H soit plus grand qu'un certain seuil, hein, c'est comme s'il faut qu'on ait un certain nombre de sites consécutifs où est-ce que notre delta V est positif. Oui. Et donc, un certain nombre de tentatives avant d'avoir un succès, c'est-à-dire un delta V négatif, ça va être roughement géométrique. La hauteur ici est roughement exponentielle aussi. OK? Donc, on va avoir H plus grand que U, à peu près E à la moins alpha U, si on a ceci, l'exponentielle de delta V fois alpha est égal à 1. OK? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais évidemment, si l'exponentielle de E à la delta V, si l'espérance, excusez-moi, de E à la delta V est égale à 1, il va y avoir un alpha pour lequel ça va marcher. Et donc, vous pouvez prendre ce alpha-là entre 0 et 1. Et on va avoir donc que la hauteur va être à peu près exponentielle avec un paramètre alpha. Maintenant, le temps que ça prend pour surmonter ça est à peu près proportionnel à E exposant la différence de potentiel entre en bas et en haut. Et ça, c'est un résultat que vous pouvez donc deviner un peu si vous comprenez. Donc, c'est avec les graphes, les conductances et tout. Si vous savez à peu près la hauteur du mur à passer, bien, le temps que ça prend avant d'atteindre ici, avant de revenir là, ça va être à peu près E à la H. Et donc, la probabilité que le temps, donc la queue de probabilité pour le temps de sortir du trou, hein, net, c'est U exposant alpha. U exposant moins alpha. Et évidemment, comme j'ai alpha plus grand que 1, ce truc-là, ce n'est pas intégrable.
L'intégrale diverge. Et l'intégrale diverge, ce que ça veut dire, c'est que l'espérance du temps... Et là, regardez, on est dans l'espérance recuite. Hein? Non, mais quand même, c'est pertinent de juste le dire. C'est l'espérance recuite du temps est infinie. Donc, le temps pour sortir du trou, en moyenne, est fini. Et c'est ça qui nous ralentit énormément. C'est que vous voyez que ce trou-là, il est quand même relativement restreint, mais le temps pour s'en sortir est quand même très, très grand. Et donc, on va niaiser longtemps. Éventuellement, on va sortir, on va arriver au prochain trou, on va niaiser là longtemps. Si on avait juste un environnement qu'on avait figé, hein, pour la loi trempée, sachant oméga, bien, on connaît H, si on sait oméga. Comme on connaît H, puis que T, c'est E à la H à peu près, l'espérance du temps est finie. Comme l'espérance du temps est finie, le régime sous-balistique ne peut pas se produire dans un environnement déterminé. Il se produit seulement pour la loi recuite quand on a un environnement aléatoire. Okay? Donc, c'est ça que je trouve intéressant. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est une propriété qu'on appelle le vieillissement. Je fais une thèse là-dessus et je fais ça en même temps que je fais ma thèse. Donc, le vieillissement, ce qu'on s'intéresse maintenant, c'est au temps t. Donc, j'ai laissé le processus rouler pour une durée de temps t. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se passe maintenant au temps t? Donc, je vais ici avoir le même genre de piège. J'ai la hauteur du piège dans lequel je suis au temps t. Et on sait que c'est ordre d'à peu près log t. Puis la largeur du piège est aussi ordre d'à peu près log t. Maintenant, ce que je dis, donc j'ai juste mis ce diagramme-là sur le camp pour pouvoir avoir une ligne du temps ici. Okay? Donc si j'ai xt ici, donc au temps t, je suis dans le piège. On niaise, et éventuellement on ressort. Si j'arrête le chronomètre quand je sors, j'écris t indice petit t. Le temps que ça me prend pour sortir du piège dans lequel je suis au temps t, il est proportionnel à t. Ce qu'il faut comprendre, plus j'attends longtemps, plus je me trouve dans des pièges qui sont creux. Plus je suis dans des pièges qui sont creux, plus ça me prend du temps d'en sortir. Et finalement, le temps que ça me prend sortir d'un piège, quand j'ai déjà pris t unités de temps pour me rendre là, le temps est proportionnel au temps déjà écoulé. OK? Donc, le vrai théorème, la vraie formule est plus dégueulasse que ça, mais essentiellement, on regarde ici la distance entre t et at pour un certain a fixé. Le logarithme ici, c'est à cause de la largeur du piège. Donc, la largeur du piège est à peu près log t. Donc, on dit la distance entre les deux est plus petite que log t. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est autant t puis autant a fois t. Tu es encore dans le même trou avec une probabilité qui tend vers f de a. Où est-ce que f de a, c'est la loi de l'arc sinus 1 sur a jusqu'à 1. OK. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est finalement la probabilité qu'on est à la même place au temps t puis au temps a fois t, elle va rester à peu près positive. Elle va rester positive. En f de a, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, ça conclut ma présentation sur les marches aléatoires en milieu aléatoire et le genre de phénomène fascinant